messieurs, bonjour. Vous savez quoi, on va innover un peu, je vais rester avec vous. Voilà. Alors, ça vous va? Je pose des questions, c'est très bien. Vous êtes le bienvenu. Emmanuel, on va commencer avec vous, parce que alors vous êtes donc, on vous représente, vous êtes l'homme des labos, finalement. Alors, quelles sont les révolutions qui sont en train de se préparer pour la décennie à venir? Les révolutions qui vont se préparer pour la décennie à venir. Alors, parlons d'abord un peu du contexte. Le monde est devenu VUCA. Tout le monde connaît cet acronyme qui a été inventé par l'armée américaine pour caractériser le monde dans lequel on vit et définir sa stratégie. Le monde est devenu VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc les réseaux, ils vivent dans ce monde VUCA. Les réseaux sont un protagoniste, un acteur important de ce monde VUCA, et à double titre. D'abord parce que s'il n'y avait pas de réseau, le monde serait un peu moins VUCA, en tout cas un peu moins volatile sans doute. Et puis aussi parce que le réseau ou les réseaux doivent gérer ce monde qui est plus VUCA, qui est plus volatile, et donc qui est moins bien planifié qu'avant. C'était plus facile de gérer un bon vieux monde téléphonique avec une planification à 10 ans et des lois d'Erlang qu'un monde qui est devenu volatile. Et donc dans ce contexte, on va parler de 3 grandes briques qui vont gouverner les évolutions des réseaux entre 2020 et 2030. La première de ces briques, c'est un acronyme un peu barbare, la softwareisation des réseaux. Je vais expliquer un peu ce que c'est que cette softwareisation des réseaux. Deuxième grande brique fondamentale, c'est la 5G, technologie d'accès mobile. Troisième grande brique, l'intelligence artificielle. Et donc ces 3 grandes briques vont se combiner, vont évoluer et régir l'évolution des réseaux entre 2020 et 2030 dans ce monde qui est de plus en plus VUCA et apporter flexibilité, plus d'intelligence et plus de sécurité. Donc parlons d'abord de la première brique qui est la softwareisation des réseaux. Il faut que tout le monde comprenne ici un peu cette espèce de grande révolution, ce grand tsunami qu'est la softwareisation des réseaux. Donc je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Il y a 2 étages dans cette fusée de la softwareisation. Le premier étage, c'est la virtualisation des fonctions réseau. Le deuxième étage, c'est le Software Defined Networks. Premier étage de la fusée, le NFV, virtualisation des fonctions réseau. Alors attention, on parle de virtualisation des fonctions réseau. On ne parle pas de la virtualisation de la fibre va rester de la fibre, on ne va pas la virtualiser, on ne parle pas de la virtualisation du câble sous-marin ou du satellite, on parle de la virtualisation des fonctions réseau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'irruption des technologies informatiques dans le monde des réseaux. Jusqu'à maintenant, les équipements réseau reposaient sur des ASIC, du hardware dédié, spécialisé pour le monde des réseaux, et donc totalement adapté aux fonctions qu'on voulait lui faire. Avec l'augmentation de la puissance, de la rapidité des processeurs et des fonctions et des serveurs, le hardware des fonctions réseau sont en train de se banaliser. Et donc, alors qu'aujourd'hui, avant, des opérateurs achetaient des équipements dédiés et les mettaient dans des salles dédiées télécom, demain, les opérateurs vont acheter des logiciels, des softwares qui vont installer sur des IaaS, sur des clouds, tels qu'Ograin, mais en tout cas des clouds totalement banalisés qu'ils auront installés auparavant. Et donc ça, c'est une énorme révolution. C'est juste le début aujourd'hui. C'est une énorme révolution pour qui? D'abord pour nos fournisseurs et pour les grands équipementiers. Il y en a quelques-uns ici qui peuvent en témoigner. Aujourd'hui, un équipement se vend 100, avec tout ce qu'il faut, le hardware, le logiciel, l'installation, etc. Demain, l'équipement, il ne va plus vendre l'équipement, il va vendre le logiciel. Donc un équipement qu'on achetait 100, demain, on achètera un logiciel entre 20 et 30 euros, enfin, équivalent. Et puis on va l'installer sur un IaaS, sur un cloud dédié. Et donc ça veut dire qu'évidemment, c'est une transformation extrêmement profonde du modèle business de l'équipementier. C'est une transformation aussi extrêmement profonde pour les opérateurs, parce que c'est une transformation de la manière de concevoir les réseaux, c'est une transformation de la manière d'exploiter les réseaux, puisqu'on sépare la couche infrastructure et la couche logicielle. C'est une transformation énorme de la manière de trouver les fautes, de troubleshooting, etc. Tous les process vont s'en trouver bouleversés. Donc, premier étage de la fusée, la virtualisation des fonctions réseau.
Et on peut s'arrêter là, mais si on s'arrête là, on n'a pas gagné grand-chose. Enfin, en tout cas, les fournisseurs ont beaucoup perdu, nous, on n'a pas forcément beaucoup gagné. Et donc, il y a une deuxième brique de la fusée qui s'appelle le Software Defined Networks. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à exploiter la virtualisation des fonctions réseau pour onboarder, pour installer, pour configurer, pour déployer de façon automatique des pans entiers des réseaux. Et c'est là que se trouve la deuxième révolution. Et cette deuxième révolution, c'est elle qui va apporter de la flexibilité. La première révolution, qui est la virtualisation des fonctions réseau, va apporter, on va dire, pas forcément grand-chose aux opérateurs, en tout cas va bouleverser pas mal le système, mais la deuxième va apporter énormément de choses aux opérateurs et évidemment surtout à nos clients. Si je vais essayer de résumer ce que je viens de dire ici, le monde du réseau est en train de vivre ce que l'IT a connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans encore, on avait des mainframes dédiés, des applications dédiées, et donc petit à petit, le monde de l'IT est en train de se déplacer dans le cloud. Et aujourd'hui, le monde du réseau commence à vivre cette révolution. Il y a des opérateurs qui mettent leurs fonctions réseau, même chez Amazon, on aura tout vu. Et donc les équipes réseau sont en train de parler de cloud, sont en train de parler de IaaS. C'est une vraie révolution des mentalités, c'est aussi une révolution culturelle. Et évidemment, il y a des énormes défis. Un des premiers réflexes de l'homme réseau, c'est de se dire « Oh là, mais j'avais un équipement dédié qui était telco grade, c'est-à-dire qui était designé pour avoir une robustesse de 99, 99, 99. » Le monde de l'IT, c'est plutôt une robustesse de 99,5, dans les bons cas. Hein. Et c'est facile de trouver une panne avant dans le réseau. Demain, dans le monde virtualisé dans lequel on a séparé les fonctions réseau, le hardware du software, ça va être sans doute beaucoup plus compliqué. Bon, il y a plein de challenges. Bref, il y a des challenges, mais je dirais que l'enjeu, c'est bien ça, c'est-à-dire d'avoir à la fin le meilleur des deux mondes, la flexibilité de l'IT. L'IT est totalement flexible, quelquefois un peu lent, mais enfin totalement flexible, et le meilleur de réseau, c'est-à-dire la robustesse et la scalabilité des réseaux. Voilà. Ça, c'est la révolution NFV, SDN, donc avec les deux étages de la fusée, et honnêtement, aujourd'hui, on est juste au tout début du chemin. Les clients en voient déjà un petit peu, Thomas va en parler, mais c'est le tout début de cette révolution. Bon, alors, très bien. On a bien compris donc, cette virtualisation vraiment du réseau qui suit un petit peu ce qu'on avait auparavant sur les serveurs qui ont été virtualisés. Thomas, vous êtes l'homme du terrain. Concrètement, à quoi ça va servir, cette virtualisation des réseaux pour les entreprises? Alors, concrètement, ce qu'attendent les entreprises de la virtualisation des réseaux, c'est de casser cette mauvaise image du réseau dans lequel on voit le réseau souvent comme un frein à l'agilité de l'entreprise. Alors oui, j'ai osé, et l'image, elle est volontairement provocatrice, mais il faut bien admettre qu'aujourd'hui, les réseaux sont complexes à faire évoluer, lents à faire évoluer. Alors c'est lié à plusieurs facteurs. Ça peut être des problèmes de boucle locale ou de support cuivre qui n'est pas adapté, qui n'est pas évolutif et qu'il faut changer. Mais c'est aussi lié à des matériels et des solutions réseau qui sont très propriétaires, basés sur des matériels dédiés qui a des difficultés à évoluer en termes de performance dans le temps. Et donc ça nous force à faire des évolutions par palier, en fait, au rythme des évolutions et des remplacements des matériels. Et puis on a aussi des architectures réseau qui sont de plus en plus complexes, hybrides, ouvertes, etc., et configurées en ligne de commande pour la plupart du temps. Et ça nous génère un risque d'erreur humaine important qui entraîne une forte inertie dans les changements, puisque avant de faire un changement réseau, généralement on va le planifier, le vérifier, le tester, et c'est ça qui va prendre beaucoup de temps et rajouter de l'inertie. Un exemple pour justement montrer ce que peut apporter la virtualisation des réseaux, c'est un exemple récent, vous l'avez tous reconnu, c'est l'épisode froid et neigeux. Voilà, qui a touché la France et la région parisienne il y a quelques temps. Alors, donc, ceux qui ont fait du télétravail, ils ont eu la chance d'éviter cette image catastrophique et de passer quasiment la nuit dans la voiture. Par contre, certains d'entre eux ont peut-être ressenti, lorsqu'ils se connectaient au système d'information de leur entreprise, quelques lenteurs dans cette situation de télétravail. À quoi ces lenteurs étaient dues? Tout simplement parce que la plupart des entreprises n'avaient pas dimensionné leur infrastructure de connectivité, leur infrastructure de nomadisme, pour absorber un tel nombre de connexions simultanées, d'autant plus depuis des réseaux très haut débit grand public qui sont de plus en plus performants. VDSL, FTTH, 4G, ça dépote pas mal.
Donc aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, si une entreprise doit décider d'augmenter ses ressources et ses capacités de connexion des nomades en prévision d'un épisode neigeux, le temps qu'elle le mette en place, la neige aura fondu et les bourgeons seront en train de fleurir. C'est dans ce monde-là qu'on vit actuellement. Donc c'est là où ce que nous a présenté Emmanuel, le SDN et le NFV, va nous permettre de gagner en flexibilité pour les réseaux, en permettant l'augmentation rapide, instantanée, à la demande et temporaire des ressources réseau. Alors ça, c'est qu'une étape. La prochaine étape, ça sera de raccorder directement le réseau au fil d'information météo pour qu'il prenne tout seul la décision de s'upgrader. Alors ça, c'est plutôt du futur. Emmanuel nous en parlera tout à l'heure. C'est plus l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les réseaux. Mais alors revenons un petit peu sur toutes ces technologies qui peuvent améliorer la flexibilité, donc, dont la virtualisation et d'autres. Alors on a ici un petit panorama, on va dire, des dernières technologies. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des technologies qui sont disponibles, installées par les clients ou étudiées par les clients en ce moment, par les entreprises. Alors en fait, c'est au niveau du data center que la softwareisation et la virtualisation des fonctions réseau est arrivée en premier. Tendance cloud obligeant, les gains d'automatisation et ce qu'on appelle l'élasticité du réseau. Donc on a vu arriver le SDN au niveau des data centers et combiné avec deux autres technologies, les architectures réseau, ce qu'on appelle en spine leaf, qui sont naturellement élastiques, qui peuvent raccorder un grand nombre de serveurs et qui sont mieux dimensionnés pour améliorer la performance du trafic entre les applications, ce qu'on appelle le trafic est-ouest dans les entreprises. Et puis l'autre notion, toujours sur les data centers, ce sont les réseaux overlay, qui sont des réseaux donc, en surcouche, qui permettent de raccorder des machines virtuelles et des switches virtuels dans un même domaine réseau, indépendamment de leur location. Elles peuvent être sur différents racks, différents data centers, voire dans le cloud public, comme c'est possible aujourd'hui. Donc ça, c'est sur le data center. À l'autre côté de la chaîne de connexion, on trouve des utilisateurs qui se connectent sur des réseaux locaux, en campus ou en agence. Et là, on commence à entendre parler, c'est assez récent, de Software Defined LAN comme des solutions qui vont permettre d'améliorer le pilotage des réseaux locaux, où généralement on a énormément d'équipements avec différentes populations à gérer. Donc le SD-LAN permet aussi, et c'est ça sa promesse, de segmenter et sécuriser les différentes populations d'utilisateurs qui vont se retrouver sur un même réseau de campus et qui vont potentiellement être mobiles. Autre technologie sur les réseaux de campus, l'évolution du wireless qui nous permet de voir apparaître des réseaux 100% wireless. Donc, plus de fil à la patte. Grâce au développement des PC portables et de la softphonie, l'utilisateur devient complètement mobile. Et donc, on a la capacité de mettre en place des nouveaux modes d'organisation comme le Flex Office, par exemple. Alors, dans le même esprit, les réseaux full optique. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et on reprend en fait les technologies qui sont utilisées par l'opérateur grand public qui déploie la fibre optique à la maison. Ces technologies, donc POL, Passive Optical LAN, reviennent en fait et arrivent au sein des entreprises pour pouvoir raccorder l'ensemble des utilisateurs d'un campus ou d'un bâtiment avec un switch unique. On a un switch pour 64 000 utilisateurs, donc ça va, ça laisse un peu venir. Donc ces technologies vont nous permettre de supporter l'évolution des débits, parce qu'on a un support optique, et puis de simplifier l'exploitation des réseaux, parce que beaucoup moins de commutateurs à gérer, donc plus de switch d'étage, et plus non plus de locaux techniques d'étage. Donc plus de locaux techniques d'étage à sécuriser, à climatiser, à alimenter, des mètres carrés en plus. Donc on voit ces technologies de plus en plus sur les nouveaux bâtiments ou la rénovation de bâtiments. Et puis enfin, dernière brique de notre chaîne de connectivité, les réseaux étendus, WAN et Internet. Donc c'est là où on a eu beaucoup de buzz avec le Software Defined WAN. Vous en verrez pas mal d'exemples aujourd'hui sur quelques stands, qui est arrivé il y a maintenant un an ou deux, et qui est une solution qui permet de simplifier la gestion des réseaux WAN hybrides. Mais plus récemment, on a vu apparaître le terme UCPE, pour Universal CPE, qui est l'évolution en fait du CPE, qui est le routeur que l'opérateur installe sur le site
de l'entreprise, avec un matériel qui est limité par le modèle qu'on a choisi. Maintenant, ce CPE devient un virtuel CPE installé sur un équipement unique qui ressemble plus à un serveur qu'à un routeur et qui sera combiné avec d'autres fonctions réseau virtuel comme une fonction SD-WAN, une fonction pare-feu ou une sonde applicative. Donc c'est là où on a vraiment la promesse de la softwareisation telle que l'a présentée Emmanuel, parce qu'on va pouvoir déployer des nouvelles fonctions réseau sans se déplacer sur site immédiatement et sans équipement supplémentaire. Et puis pour terminer, on ne peut pas parler du WAN et Internet sans parler de la fibre optique comme support évolutif par nature et qui supportera les services de bande passante à la demande. Et puis le développement des réseaux très haut débit pour le grand public, en fait, qui sont maintenant disponibles pour accorder les sites des entreprises. Alors, de façon temporaire ou de façon permanente, avec un accès nominal ou un accès de secours, un accès de délestage. Ces réseaux sont disponibles, donc c'est des réseaux très haut débit fixes, XDSL, FTTH. Et puis bien sûr les réseaux très haut débit mobiles, 4G et bientôt la 5G. La 5G. La 5G. Oui. Alors, bon, on a bien compris ce que vous nous disiez. Donc, c'est vrai que finalement, dans les entreprises, cette virtualisation des réseaux va servir évidemment le flex. Des fonctions réseau. Virtualisation des fonctions réseau. Vous avez raison, Emmanuel. Vous êtes pointilleux. On sent bien l'homme des labos. Alors, Emmanuel, la 5G. Thomas vient de parler de la 5G. Alors, est-ce que il y a quelque chose de nouveau autour de la 5G? Parce que la 5G, bon, on s'imagine, c'est la suite de la 4G, mais qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre... Eh bien oui, mais la 5G, c'est la suite de la 4G, mais c'est un peu plus que ça. Ah, voilà. Alors, c'est l'originalité de la 5G, c'est qu'elle a été nativement conçue pour être multiservice, c'est-à-dire pour gérer différents services qui ont différents niveaux de qualité de service et gérer ces différences de qualité de service entre elles. Alors que historiquement, les réseaux 3G et les réseaux 4G, c'est tout le monde sur le même réseau et il y a évidemment un impact, il y a une influence des clients les uns sur les autres. Le réseau il peut être saturé et du coup les pompiers ou l'entreprise ne peut plus passer son coup de fil. Il n'y a pas de classe de service comme on va connaître sur la 5G. La 5G, elle est nativement conçue pour être multiservice et pour gérer des niveaux de service extrêmement de nature extrêmement différents. Je vais venir un peu là-dessus. Donc la 5G, quand est-ce qu'elle arrive? La 5G, elle arrive en 2020. La normalisation, le standard a émis une première ce qu'on appelle un premier drop, un early drop au mois de décembre dernier, et la standardisation, la vraie, arrive cet été. Donc entre la standardisation et puis, on va dire, les équipements réseau, il va passer 1 an, après les tests, encore 6 mois, etc. La 5G, ça va être des nouveaux chipsets, des nouveaux devices et un nouveau réseau. Voilà. Nous allons commencer chez Orange à tester cette 5G, puisqu'on va rentrer maintenant dans la phase de tuning, à partir de l'été prochain, sur un corridor entre Lille et Douai. Et donc, on aura une sorte de bulle 5G sur laquelle on va pouvoir tester déjà les premiers équipements, télécoms, et voir un peu si le pari qu'on a fait, qui est de déployer la 5G sur les mêmes sites que la 4G, va fonctionner. C'est un point qui est tout à fait fondamental. La 5G... il faut parler quand même un petit peu de ses performances. Je disais qu'elle était conçue pour gérer différents services de niveaux totalement différents. Elle est d'abord conçue pour gérer de façon massive l'IoT. Quand je dis massif, on parle là de densité d'objets connectés de l'ordre de 100 000 au kilomètre carré. Enfin, c'est tout à fait considérable. C'est ça qu'on imagine en 2030. Tout est connecté. Tout est connecté. Deuxième niveau de performance, le débit. Là, c'est la 5G, c'est le 4G en mieux, mais en beaucoup mieux, puisque on imagine des débits qui iront entre 50 mégabits et jusqu'à 10 gigabits par seconde pour chaque utilisateur. Donc évidemment, c'est tout à fait considérable. Aujourd'hui, on est plutôt en moyenne à 3-4 mégabits. Alors évidemment, en pointe, si on est tout seul dans la cellule, on peut aller beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Mais demain, avec la 5G, on aura 50 mégabits pour tout le monde et au minimum dans toute la cellule. C'est tout à fait considérable. Donc vitesse de connexion. Et puis, troisième grand volet de la performance, c'est le temps de latence et la robustesse. Donc il y aura des classes de services qui seront spécialement définies pour des services qui ont besoin de temps de latence bas et de vitesse de connexion, et de robustesse extrêmement forte. Donc là, en temps de latence, on parle de quelques millisecondes.
Hein, temps de latence, c'est le temps de ping entre le moment où j'appuie sur mon smartphone ou le moment où je fais une action sur mon terminal 5G et puis le moment où ça passe par le serveur, ça revient. Donc quelques millisecondes, c'est pas beaucoup. Et si vous avez un doute sur l'utilité d'avoir un temps de latence faible, je vous invite à aller sur la démo là-bas qui est sur la 5G. Il y a une très belle démo faite avec notre partenaire Ericsson qui montre comment on peut conduire depuis ici une voiture qui est 5G et qui est en Suède. Et donc en fait là on voit que le temps de latence effectivement il est très faible. La voiture elle est 5G, elle est connectée et le temps de latence très faible nous permet de conduire en fait sans avoir 3 secondes entre le moment où vous bougez le volant et le moment où c'est réagi. Donc évidemment que c'est important. Oui. Et donc on imagine. Surtout elle roule sur quoi cette voiture? Elle roule sur les pavés et en plus vous sentez les pavés très très bien au moment où vous passez sur les pavés. C'est très impressionnant. Hein. C'est une expérience quasi immersive. Et donc on imagine que les services 5G vont se déployer autour de 3 grands axes. Premier axe, l'axe le mobile super haut débit, et donc c'est ce qu'on appelle l'IMBB, le Mobile Broadband l'extrême Mobile Broadband, et donc tout ce qui tourne autour, tous les services qui tournent autour d'une vitesse de connexion améliorée. Donc dans le grand public, je pense que les services emblématiques, au-delà d'avoir un super smartphone qui va encore plus vite que celui d'aujourd'hui, ça va être des expériences immersives du type j'ai une lunette et je regarde depuis chez moi mon match de foot avec des lunettes 3D, virtuelle réalité, etc. Et en fait, je me déplace sur le terrain de foot. Pas Zidane, mais Ronaldo, il aura sa petite caméra 5G. Il va émettre en 3D ou en 4K toutes les vidéos autour de lui. Et donc, vous pourrez vous mettre dans la peau de Ronaldo et marquer le but contre la Juve. Ça va être tout à fait impressionnant. Et vous pourrez switcher comme ça d'un joueur à l'autre et vous balader sur le terrain de foot. Côté entreprise, on imagine qu'on pourra faire de la maintenance avec des lunettes connectées qui permettront d'augmenter la réalité pour celui qui maintient. Et évidemment, ça permettra de gérer beaucoup mieux les skills des techniciens de maintenance. Voilà ce qu'on peut imaginer en termes de services nouveaux qui sont permis par ces performances de la 5G. Deuxième grand axe, c'est l'accès fixe, l'équivalent de la fibre. Là, il faut bien... Donc, quand on parle de 10 gigas, on se dit mais pourquoi c'est comme la fibre, donc voilà. Mais non, en fait en France, ça ne va pas remplacer la fibre. Ça va pas remplacer la fibre. Il y a des pays où ça pourra éventuellement venir en substitution de la fibre, mais en France ça ne va pas remplacer la fibre, ça va venir plutôt, on va dire, en appoint la fibre, soit en entendant la fibre, soit en plan B, etc. Troisième grand axe de développement de la 5G, c'est les services spécialisés qui sont permis par la 5G. Et donc, de quoi s'agit-il ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'originalité technique de la 5G, au-delà des vitesses de performance, des vitesses de connexion, c'est le fait que l'architecture 5G est nativement conçue pour être virtualisée. Ça, c'est l'originalité de la 5G. La 4G, elle était conçue en tout IP. Hein. L'IP, elle est IP end-to-end. Et ça, c'était une grande révolution dans le monde des télécoms. Hein. Quand vous passez un appel voix en 4G, aujourd'hui, il a passé en voix sur IP. Il n'y a plus de circuit en 4G. Il n'y a plus de circuit. Il n'y a plus de protocole propriétaire de circuit. La 5G, elle est en architecture virtualisée. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre, en particulier, de faire des slices. Les slices, c'est des sortes de tranches logiques de réseau. Et donc, dans chaque tranche, on aura une qualité de service prédéfinie à l'avance, et vous pourrez ainsi avoir des tranches avec des temps de latence extrêmement faibles, ou des tranches adaptées à l'industrie 4.0, des tranches adaptées aux vaches connectées, à l'agriculture connectée, à je ne sais pas quoi. Et je pense que le service spécialisé le plus emblématique, c'est évidemment le véhicule connecté. Alors pas forcément le véhicule téléguidé qui se balade en Suède, hein, aussi, mais pas seulement. Mais demain, tous les véhicules seront connectés. Aujourd'hui, ils sont déjà connectés, mais en bas débit, ce qui permet quand même d'être assez intelligents. Demain, ils seront connectés et ils seront aussi autonomes. Alors, il y a des gens qui me disent, mais puisqu'il est autonome, il n'a pas besoin d'être connecté puisqu'il est autonome. Ben si, en fait, il est autonome, et pour être autonome, il a besoin d'être omniscient, c'est-à-dire de savoir tout ce qui se passe autour de lui, les accidents, etc. Et donc, pour être omniscient, il a aussi besoin d'être connecté. Voilà. Et donc, il sera connecté en 5G. On imagine que dans un futur même très très lointain, il pourrait ne plus y avoir de feu rouge, puisque en fait, tous les véhicules vont se parler entre eux et puis seront gérés par... voilà. Alors, justement, Emmanuel, je suis désolé, on avance un peu. Au début, vous parliez de 3 building blocks. Le troisième, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est un rapport, ça, c'est le troisième grande brique d'intelligence des réseaux du futur, c'est l'intelligence artificielle.
Alors on connaît, vous connaissez l'irruption de l'intelligence artificielle dans la vie personnelle. Vous êtes tous utilisateurs de Siri ou de Google Assistant, ou peut-être, j'espère, demain de Jingo, qui fonctionnent tous avec donc de l'assistant Orange maison, qui fonctionnent tous avec des moteurs d'intelligence artificielle. Une des applications assez faciles à comprendre et emblématiques de l'intelligence artificielle dans le domaine personnel, c'est le traitement de l'image, la reconnaissance de l'image. Donc aujourd'hui, grâce à des moteurs d'AI bien faits, on sait faire de la reconnaissance faciale, on sait faire on sait faire de l'estimation de l'âge mieux qu'une personne. Enfin, mon moteur d'IA me dit que Thomas Bourdon a 32 ans, pas mieux que moi-même, quoi, évidemment. Voilà, comme toi. Mieux que moi. On sait détecter des émotions. On imagine que demain, si on détecte les ondes de radio, en faisant un peu de corrélation, etc., on pourra même faire un peu de lecture de pensée. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. On peut anticiper les actions, etc. Enfin, voilà, l'IA envahit le domaine personnel. Dans le domaine industriel, l'IA est déjà extrêmement présente aussi. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans le domaine industriel, c'est qu'on peut boucler la boucle. C'est-à-dire que l'IA va se comporter comme une fusée à 3 étages. Premier étage de la fusée, l'IA me sert à mieux connaître. Il fait du knowledge management. Grâce à l'IA, je connais mieux, je sais mieux ce qui se passe. Deuxième étage de la fusée, l'IA me permet de décider mieux. C'est un outil d'aide à la décision. L'IA m'aide à décider mieux. Et puis, 13e étage de la fusée, là je boucle la boucle, avec de l'IA ou pas d'ailleurs, j'automatise des actions à partir des décisions que j'ai prises ou que m'a fait prendre l'IA, et du coup, l'IA m'aide à agir mieux. Donc, je connais mieux, je décide mieux et j'agis mieux au plus vite. Et là, on a bouclé la boucle. Et donc, l'IA, on imagine, pourrait, dans des systèmes industriels, on prend l'exemple de la régulation du trafic, mais c'est pareil sur la régulation du trafic dans les réseaux, permettre d'avoir une sorte de système autorégulé, tout automatisé. Donc, comment ça fonctionne? Évidemment, vous savez que pour faire de l'IA, il y a besoin de beaucoup de données. Il y a besoin d'une base d'apprentissage avec beaucoup de données, des données de qualité. Et donc là, ça, il faut toujours l'avoir en tête, hein, pas de données, pas d'IA. Pas de données de qualité, pas d'IA, et les données que vous avez sont spécifiques de use case métier que vous voulez fabriquer et que vous voulez motoriser avec de l'IA. Et après, il y a des algorithmes d'IA. Il y en a plein. Nous, on utilise typiquement des algorithmes qu'on appelle apprentissage par renforcement, où en fait, on initialise un moteur et puis après, petit à petit, il apprend parce qu'en fait, il récupère le feedback des actions qu'il a lui-même ordonnées. Et petit à petit, l'IA devient de plus en plus intelligente. On utilise, nous, déjà l'IA dans les réseaux, de façon un peu ponctuelle, mais on imagine dans la prochaine décennie, l'IA va se généraliser. Ça va se faire au prix d'une transformation extrêmement profonde, évidemment, des méthodes et des cultures des exploitants. Le use case que je prends ici, c'est typiquement, on mélange des données de prévision de trafic. C'est facile de prévoir d'avoir des données de prévision de trafic, des variations saisonnières, journalières, etc. Et puis on rajoute à ça des choses qu'on ne sait pas prévoir, c'est-à-dire des prévisions météo, ou ici des événements qui vont se passer au Stade de France ou sur le Champ de Mars, qu'on a récupérés dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. On mélange toutes ces données, et puis du coup l'IA sait dire à l'opérateur, à l'exploitant, attention, il va y avoir une concentration de trafic, une concentration de personnes à cet endroit-là. Donc, pour éviter la saturation de réseau, déploie des nouvelles ressources. Et comme le réseau est en partie virtualisé, les fonctions réseau, ouais. Par anticipation, on peut garder une qualité de service toujours aussi bonne que celle dont on a besoin. Voilà un peu ce que va apporter l'IA dans les réseaux. On a pour habitude, on peut dire que c'est un peu le Minority Report du réseau. Vous savez, ce film de Spielberg où en fait il y avait des êtres omniscients qui prévoyaient des crimes et que du coup on arrêtait les pré-criminels avant même que les crimes ne se passent. Et c'est un peu ça qui va se passer. Très bien. Thomas, pour les entreprises, l'intelligence artificielle, elle va servir à quoi? Parce que on a parlé de Minority Report, on a parlé de pouvoir comme ça réajuster le trafic réseau selon la population à un moment donné à un endroit. Les entreprises, alors, pour les entreprises, on n'y est pas encore à ce niveau-là, mais on attend l'intelligence des réseaux
pour résoudre un problème qu'on a aujourd'hui dans la conception des réseaux. En fait, les modèles statistiques sur lesquels on s'appuyait pour concevoir les réseaux, type modèle Erlang qu'on a utilisé pendant des années sur la téléphonie, ne fonctionnent plus. Parce qu'on est passé dans un monde VUCA, comme nous l'a expliqué Emmanuel. Et donc, ces modèles statistiques, pour qu'ils fonctionnent, on a besoin d'un grand nombre de données sur les usages et sur l'impact de ces usages sur les réseaux et les contraintes réseau que ça engendre. Aujourd'hui, avec la transformation digitale, on a de plus en plus d'applications qui sont créées. Chaque application a son propre modèle de trafic, ses propres contraintes vis-à-vis du réseau. Elles sont utilisées par des utilisateurs qui sont même de plus en plus mobiles, en interne sur un site, en intersite ou à l'extérieur de l'entreprise. Et puis l'usage que vont faire les utilisateurs de telle ou telle application, ça, et la courbe d'adoption de ces usages, c'est quelque chose qui n'est plus du tout prédictible. Ça dépend du profil des utilisateurs, ça dépend de la culture d'entreprise, de son métier ou des actions de conduite du changement qui ont été menées pour déployer telle ou telle application. Donc aujourd'hui, concevons un réseau qui soit suffisamment dimensionné pour les 3-5 prochaines années sans le surdimensionner, autant jouer au dé et puis la chose sera faite. Alors bien sûr, on ne va pas jouer le réseau des futurs OD, et ce qu'on conseille, nous, généralement, c'est d'essayer de changer d'approche et de viser des nouvelles architectures et des nouvelles solutions qui permettent justement au réseau d'être plus flexible, comme on l'a vu tout à l'heure avec la softwareisation, mais aussi d'être plus intelligent. Et c'est là où on commence à voir l'intelligence dans les réseaux, cette capacité à analyser le trafic, à détecter les usages, à détecter une courbe d'adoption. Tiens, j'ai un nouvel usage qui arrive sur tel et tel site ou telle et telle région, et à pouvoir prendre dynamiquement les mesures qui s'imposent pour pouvoir maximiser l'expérience utilisateur. Alors, un exemple de cette nouvelle intelligence des réseaux, c'est ce que fait une application GPS. Pour les réseaux, c'est à peu près la même chose. Il s'agira de reconnaître les applications, de détecter chaque type de trafic, surtout de mesurer la performance de chaque application sur chacun des chemins disponibles sur l'ensemble du réseau, et puis de choisir le meilleur chemin en fonction justement de ses performances. Alors, ce meilleur chemin, il sera propre à chaque application en fonction de ses besoins et de ses critères. Donc, ce qu'on voit là, c'est cette notion de routage intelligent et de routage applicatif, c'est quelque chose qui existe déjà. Ce n'est pas de la science-fiction. Et au niveau des entreprises, on peut considérer que le SD-WAN, qui est tout en haut de la flèche, c'est le niveau le plus abouti aujourd'hui de ce qu'on peut faire en termes d'intelligence des réseaux. Le SD-WAN, ça va agréger en fait le meilleur de ce qu'a produit la technologie réseau pour faire face à l'incertitude du trafic, c'est-à-dire des moteurs de reconnaissance applicative qui vont donner de la visibilité, mais pas uniquement j'ai tel type de trafic, de tel port TCP, UDP qui passe par tel site, mais vraiment la visibilité de la performance constatée par un utilisateur qui utilise une application depuis un site donné. Donc c'est cette notion-là qu'on veut. On va aussi rajouter les meilleurs mécanismes d'accélération, de contrôle applicatif et de compression. Tout ça combiné avec du routage applicatif pour aiguiller le trafic en fonction des conditions en temps réel du réseau, et pilotable simplement et de façon automatisée. Ça, c'est la promesse du software defined. Donc c'est encore l'humain qui décide de quelles applications on doit router et de quelle criticité ont chacune des applications, mais c'est le réseau qui s'adapte. Alors c'est très prometteur, le SD-WAN, c'est maintenant assez mature pour que les entreprises se l'approprient directement. Ça génère quand même un petit peu d'inquiétude et d'angoisse, notamment parce qu'on a énormément d'acteurs du SD-WAN. On recense plus de 30 acteurs capables de faire du SD-WAN. Et puis le marché est en train de se consolider. Et puis autre point un peu d'inquiétude, c'est que ce n'est pas un standard aujourd'hui. Donc on a des solutions qui sont très propriétaires, qui ne sont pas interopérables, avec une variabilité forte des fonctionnalités, des modèles d'architecture et des modèles opérationnels. Et puis dernier point, l'équation économique. L'équation économique sur le SD-WAN, elle n'est pas toujours garantie, elle dépend de plein de critères, dont la localisation des sites. Alors toujours sur l'intelligence, un autre exemple de ce qu'on attend de l'intelligence des réseaux, c'est l'automatisation. Donc là, je vais aller vite, mais on s'attend à voir sur les réseaux ce qu'on a connu dans le trafic aérien. C'est-à-dire que maintenant, on a des pilotages réseaux qui sont fortement assistés
par des outils, qui nous remontent des mesures de trafic, des sondes, etc., un portail. Et du coup, les pilotes, qui sont les exploitants réseau, ont de moins en moins besoin de connaître l'architecture détaillée, les lignes de commande spécifiques à tel ou tel matériel, etc. Ils sont un petit peu guidés. Et l'extrême, c'est en data center. En data center, c'est plus un humain qui configure les réseaux. Avec les nouveaux réseaux SDN, c'est un orchestrateur qui va, lorsqu'on va déployer une application, configurer le réseau, l'OS et l'infrastructure de stockage. Alors bien sûr, cette automatisation, comme dans toute industrie qui voit cette robotisation et cette automatisation, ça va nécessiter un accompagnement sur l'évolution des process et des compétences. Et puis je terminerai. C'est promis, je termine. Oui. Attention, parce que sinon je sors mon intelligence artificielle qui va router votre... Voilà. Non, je termine juste sur, sur la sécurité, bien sûr. L'intelligence artificielle, ça va aussi permettre au réseau d'être beaucoup plus sécurisé. Alors, par exemple, on va pouvoir écouter des signaux faibles, reconnaître un trafic néfaste et prendre automatiquement les mesures qui s'imposent pour le contrôler. Et on voit effectivement aujourd'hui beaucoup de convergence des sujets réseau et sécurité, que ce soit au niveau du data center avec la microsegmentation ou au niveau du SD-WAN pour sécuriser les accès Internet locaux et le trafic web des utilisateurs. Bon, très bien. Pour compléter tout ce que vous venez de dire, messieurs, nous allons demander à Pierre-Louis Biagi, responsable de la Business Unit Connectivité chez Orange Business Services, de nous rejoindre sur scène. Pierre-Louis, bienvenue. Donc, nous avons eu le point du labo, le point des entreprises. En tant que responsable de la business unit connectivité, donc vous délivrez vraiment les services réseau aux entreprises, c'est bien ça. Comment tout ça se traduit dans les offres finalement actuelles? Donc, merci Yann, merci Thomas, merci Emmanuel pour cette brillante présentation. Oui, comme vous le dites aujourd'hui, pour nos clients qui sont dans cette salle, chez Orange Business Services, les réseaux du futur, c'est déjà une réalité. C'est une réalité parce que aujourd'hui, nous mettons déjà de l'intelligence dans nos réseaux, justement pour déployer cette adaptation pour que les applications que vous utilisez, que vos utilisateurs finaux utilisent, en fonction, pour que ces applications puissent utiliser un réseau performant. Et nous adaptons notre réseau à la qualité de ces applications. Alors, comment le faisons-nous? Nous le faisons bien évidemment en déployant ces fameuses technologies SD-WAN. Aujourd'hui, nous sommes sur un certain nombre de très grands clients. Je pense que vous avez vu qu'on avait pas mal communiqué avec un grand client qui s'appelle Siemens au niveau international sur des déploiements de ces solutions aujourd'hui en réalité. Nous étendons ce concept au LAN de façon à faire tomber cette frontière entre le WAN et le LAN et de façon à amener cette qualité applicative au niveau de l'utilisateur final. Et puis, enfin, nous déployons de façon massive l'ensemble des solutions de visibilité applicative et de performance applicative qui vous permettent, en tant que client, premièrement, de voir les applications sur votre réseau, et deuxièmement, soit d'agir de façon ad hoc ou de façon automatique pour que ces applications soient gérées de façon la plus performante sur le réseau. Et tout ceci, nous le faisons en orchestrant ces services, c'est-à-dire en faisant que ces services soient automatiques, de façon à ce que cette complexité, elle soit cachée du client final et de l'utilisateur, et de façon à ce que ces déploiements soient automatiques. Mais plus que ça, aujourd'hui chez Orange Business Services, ce que nous vous fournissons, c'est un ensemble de services pour vous accompagner dans cette transformation. Ces applications, les réseaux du futur, ne vont pas s'installer en un seul clic. Aujourd'hui, que ce soit dans les phases d'ingénierie, nous testons, nous regardons, nous implémentons des solutions. Que ce soit dans les phases de project management, de déploiement sur vos réseaux, nous vous accompagnons dans une transition qui prendra plusieurs mois, voire plusieurs années. Et enfin, dans les services d'exploitation, aujourd'hui, nous nous assurons que, à la fois en même temps que nous déployons ces nouvelles technologies, le réseau actuel continue à fonctionner et continue à fonctionner de façon optimale, et nous prenons en charge le management de ces nouvelles solutions, soit en totalité, soit de temps en temps en ce qu'on appelle co-management pour vous donner ou pour vous permettre d'avoir une action sur ce réseau.
Donc l'ensemble de ces services d'accompagnement sont probablement la plus grande valeur que nous pouvons nous apporter dans la transformation de ces réseaux. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on a beaucoup montré des slides, mais ce qu'il faut, c'est aller sur les stands. Vous avez de superbes démonstrations qui parfois sont en live, où vous allez voir ce que c'est qu'une fonction virtuelle qui se télécharge sur une universelle CPE. Vous allez voir les bénéfices que vous pouvez en tirer. Vous allez voir l'ensemble des fonctions et des services que nous faisons en tant qu'Orange Business Services et bien sûr basés sur les technologies de nos partenaires. Je vous invite vraiment à voir ça. C'est probablement des démonstrations qui sont vraiment au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de déploiement de réseaux du futur.